Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Je suis Richard de la Fondation C'est Génial, accompagné de ma collègue Alexandra et de Guillaume de Exploradome à Vitry, donc musée de culture scientifique, le musée où il est interdit de ne pas toucher et qui est en partenariat avec nous comme l'année dernière et les années précédentes sur cette opération pour vous proposer un webinaire autour du ruban de LED et du cerveau moteur. Donc bienvenue en tout cas et d'être si nombreux ce soir, une trentaine, c'est bien. Quelques consignes, vérifiez bien que vous avez vos micros et caméras coupés. Normalement, par défaut, c'est le cas. Après, avec une trentaine de participants, vous pouvez intervenir si vous avez des questions en levant la main ou en prenant la parole hein, avec le micro, ou bien sûr en utilisant le chat. Faut pas hésiter. Nous, on fera remonter les différentes questions à Guillaume au cours de sa présentation. Voilà, quoi dire de plus? J'ai oublié des choses importantes, Alexandra, c'est bon? Ouais. Eh bien, formidable. On enregistre la séance, donc sachez qu'on la mettra en replay et en lien sur le Padlet d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine maximum. Euh, Et voilà, on vous fera un petit rappel aussi sur le lien du Padlet durant la séance ou en fin de séance. Alors, vous pouvez le retrouver dans vos mails, sur le site aussi, la page Yes We Code du site de la Fondation, mais on va vous renvoyer tout ça sans souci. Eh bien, à toi, Guillaume. Merci Richard. Bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. N'hésitez pas, comme l'a rappelé Richard, à prendre la parole, soit par l'intermédiaire du chat, et comme effectivement on est suffisamment peu nombreux malgré tout pour qu'il y ait un bon échange fluide, vous pouvez intervenir en activant vos micros ponctuellement. Ça rajoutera un peu d'interactivité. Avec plaisir pour m'interrompre quand vous le souhaitez. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis médiateur scientifique et numérique à l'Exploradome, musée où il est interdit de ne pas toucher, à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, et donc en partenariat avec la Fondation C'est Génial pour le beau projet Yes We Code, sur lequel, en 2 mots, on intervient à différentes étapes. Donc, ce webinaire aujourd'hui, il y en a eu par le passé également. On intervient également dans les collèges et lycées, généralement dans les tout débuts, au lancement du projet, pour découvrir le kit, ses capteurs et ce qu'il est possible de faire. Et l'accompagnement un peu plus loin, un peu plus tard, j'aurai l'occasion d'en reparler, puisque j'aurai l'occasion également d'animer un second webinaire sur le montage vidéo. Donc aujourd'hui, la thématique, les servomoteurs, qui sont intégrés dans le kit, et la barre de LED, le ruban de 30 LED. Je vais commencer par les servomoteurs. Je vais directement partager mon écran, puisque vous avez vu ma tête, ça c'est fait. La caméra sera ensuite tournée vers la carte qui est posée juste à côté de moi. Vous devez voir ici la carte avec le shield, l'afficheur 4 digits que j'apprécie particulièrement, le capteur ultrason dont on aura besoin à un moment donné, et ici le tout petit loquet du servomoteur. Et donc, je vais partager mon écran. J'utilise, il y a plusieurs plateformes de programmation qui sont disponibles. J'espère que vous voyez correctement mon écran. En plein écran, n'hésitez pas à le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir au mieux. Ouais, ça marchait, Guillaume, je te confirme. Merci Richard. Il y a plusieurs plateformes. Je sais que les webinaires précédents ont principalement utilisé la plateforme VitaScience. Certaines personnes préfèrent utiliser l'éditeur Mu pour aller plutôt directement dans le code et taper en Python. Ici, on va voir que la plateforme MakeCode permet également d'avoir plutôt une version simplifiée, c'est vrai, avec quelques petites subtilités dont je vais vous parler. Donc, quand vous avez l'adresse MakeCode, vous tapez simplement dans un moteur de recherche, ça fonctionne très très bien. Il faut une connexion Internet, mais vous avez l'ensemble de tous les projets qui restent sur un navigateur. Donc, il n'y a pas de création de compte, il n'y a pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit, mais en revanche, les projets sont stockés sur l'ordinateur en question. Donc, il faut revenir sur le même ordinateur, le même poste, pour retrouver son travail d'une session à une autre.
Plusieurs langues sont possibles, le cas échéant. Si vous avez des élèves qui ont besoin de changer la langue, c'est possible dans le menu de paramétrage dont je vais parler, puisqu'on va avoir besoin d'ajouter des extensions. Alors, j'ai déjà commencé à en ajouter une. J'aurais dû faire un tout nouveau projet. Je vais peut-être le refaire, supprimer celui-ci, qui est possible en affichant tous les projets. Je vais le supprimer et je vais en recréer un tout nouveau qui va de nouveau s'appeler Yes We Code. Hop. Donc, au démarrage, vous avez sur la partie gauche de l'écran le simulateur qu'il est possible de cacher, et je vais le faire assez vite pour qu'on ait davantage de place pour observer le code. Pour ceux qui pratiquent et qui connaissent Scratch, on a une programmation par bloc avec le jeu de famille colorée qui nous indique assez clairement, assez intuitivement les différents blocs qu'on peut utiliser et les blocs au démarrage et toujours dont on aura besoin systématiquement. Et justement pour les personnes, tout comme dans VitaScience d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent s'initier non pas à JavaScript mais à Python, vous avez la possibilité ici de basculer de la programmation en bloc au code en Python qui va être généré automatiquement. Donc, je vous ai dit qu'on allait commencer par le servomoteur et je vous ai montré aussi le capteur à ultrasons. Donc, le capteur à ultrasons, il ne figure pas dans les éléments de base accessibles à la programmation. Pour ça, il va falloir que je l'ajoute dans les extensions, donc en haut à droite, dans l'engrenage, puis extension. Le servomoteur, il est directement ici. Et on voit que juste à côté, on voit le NeoPixel, qui est cette barre de 30 LED dont on aura besoin tout à l'heure. Donc, je peux directement ajouter le servomoteur et j'ai maintenant les instructions spécifiques au cerveau qui viennent de s'ajouter. Servomoteur, qui s'écrit, ça vaut le coup de le rappeler pour principe. Cerveau, ça s'écrit non pas comme un cerveau qui est en haut de notre tête, mais un moteur asservi dont on va pouvoir régler la vitesse, la direction, l'angle. Et on va pouvoir ajouter également l'extension NeoPixel, donc cette barre de LED qui s'est ajoutée ici en bas, avec les instructions dont on aura besoin tout à l'heure. On ne va pas en avoir besoin tout de suite, mais vous avez aussi avec l'ensemble du kit fourni par la Fondation C'est Génial, le kit Grove, qui lui contient beaucoup plus de capteurs. Le capteur à ultrasons ici, la barre de LED, mais il faut rajouter l'extension NeoPixel. Et vous avez tout un tas d'autres capteurs et le capteur, l'affichage 4 digits que j'aime particulièrement. Et donc maintenant, j'ai mon kit Grove en entier. Une fois que ceci est fait, donc je vais utiliser une carte microbit, le Shield qui est fourni également, puisque là, je vais utiliser le servomoteur. La carte microbit que moi je vais utiliser, elle est directement reliée à mon ordinateur. Donc ici, alors je vais pouvoir c'est ici dans cette partie-là en bas à droite qu'on peut connecter la carte. Alors je vais le refaire quand même et je vais dissocier la carte. Alors si j'arrête le partage, vous avez ici, hop, je vais directement enlever, vous voyez ma main, mais j'enlève la carte microbit, donc je la déconnecte. Hop. J'ai enlevé le câble USB qui se balade, plus rien ne s'affiche. Et si je reviens sur mon partage d'écran, je vais pouvoir vous montrer de nouveau comment ici pouvoir connecter l'appareil. Ça va permettre, alors il faut utiliser, ce n'est pas compatible avec tous les navigateurs. Faites le test en amont pour ne pas vous retrouver bloqué le jour J au moment où vous voulez le tester. Là, je suis sur Chrome. Pour information, je suis sur un ordinateur Mac, mais ça fonctionne avec des Mac, avec des PC. Mais un navigateur récent, je viens de connecter la carte, ce qui va me permettre, elle a été reconnue immédiatement, puisque je l'avais déjà associée. Et donc, je vais pouvoir, avec ce bouton télécharger, copier directement le code dans la carte, ce qui évite, c'est un tout petit peu fastidieux, de glisser le code. Ça génère un fichier qu'il faut glisser, déposer à chaque fois en passant par l'explorateur Windows ou par le Finder du Mac. Donc, pour éviter cette étape un tout petit peu fastidieuse,
Et pour aller plus vite aussi ce soir pour la formation, je vais directement télécharger le code. Je vous propose de commencer par utiliser le capteur donc à ultrasons et de faire tourner le servomoteur en fonction de la distance mesurée par le servomoteur. Pourquoi j'ajoute l'affichage 4 digits à côté? Parce que j'aime bien afficher en temps réel la valeur mesurée par ce capteur à ultrasons. L'afficher sur l'écran de 25 LED de la carte, ça nécessiterait, enfin, ça génère un défilement des chiffres et donc ce ne serait pas lisible, alors qu'il est tout à fait faisable de l'afficher en permanence. Je vais le faire en direct avec vous. J'ai mon anti-sèche, évidemment. De toute manière, alors ça ne me dérange absolument pas de le dire, il n'est absolument pas interdit que je me plante, ça pourrait arriver, mais de toute manière, dans un musée d'investigation scientifique où, je n'allais pas dire qu'on promeut l'erreur, mais en tous les cas, l'erreur fait partie de la démarche d'investigation. Donc, il est tout à fait possible que je me trompe à certains moments. J'aime bien, moi, au démarrage, afficher une icône pour vérifier que ça démarre bien, que mon code s'est bien copié. Et puisque j'ai envie d'afficher mon affichage digital à 4 digits, alors moi, je l'ajoute et je le mets toujours au même endroit. Ça me permet, quel que soit l'exemple, le code, le projet sur lequel je travaille, de me familiariser avec tel capteur, tel endroit. Et donc ici, je l'ai mis sur la dernière broche, sur laquelle il est indiqué P2, P16. Et ça tombe bien, puisque justement, dans cet exemple, je vais utiliser donc l'affichage 4 digits et donc il faut que j'indique sur quelle broche je vais le brancher. Il a besoin de toutes ces broches-là, de P2 jusqu'à P16 pour l'ensemble des LED d'affichage. Et là, je vais juste baisser un tout petit peu la luminosité parce qu'il me semble qu'en étant trop lumineux, vous verrez un tout petit peu moins bien avec la caméra. Donc, on n'est pas obligé de le mettre à la pleine puissance. Et ensuite, je vais utiliser la mesure effectuée en temps réel par le capteur à ultrasons. J'ai envie de la stocker dans une variable. J'aime bien utiliser les variables également. Ça permet de définir déjà ce que c'est qu'une variable. Et donc là, je vais en créer une qui s'appelle distance. Autant utiliser également des noms explicites. Et cette distance, elle va me permettre de retenir un arrondi de la valeur mesurée par le capteur à ultrasons. Le capteur à ultrasons, il est donc spécifique au kit Grove, donc je vais le retrouver ici en descendant. On a l'ascenseur qui me permet d'aller voir tous les capteurs dont vous avez besoin. J'ai pris ceux qui sont au début, donc le capteur à ultrasons, je vais pouvoir revenir retrouver la distance mesurée ici en centimètres, et je l'ai effectivement branché sur la branche P0. Et je vais, tant qu'à faire, aller ici dans la famille des instructions liées aux mathématiques pour effectuer un arrondi. Ce qui va en plus nous permettre de voir que l'association se fait par glisser-déposer. C'est plutôt bien fait. Et je vais définir ma variable distance, hop là, dès le début, à une certaine valeur, mesurer l'arrondi. Donc, je viens le glisser et vous avez à chaque fois, vous voyez, une marque qui vous dit à quel endroit vous êtes en train de glisser votre élément. Un arrondi de la valeur mesurée par le capteur à ultrasons qui est bien sur la branche P0. Donc, jusque-là, ça devrait être bon. Donc, je n'avais pas besoin de ma variable distance. Et je vais pouvoir directement l'afficher. Donc, je reviens dans les instructions Grove et je vais pouvoir ici utiliser, j'ai laissé le nom 4 digits, même si c'est en anglais. Et alors, c'est vrai que là, effectivement, les instructions sont cette fois-ci en anglais. Je vais pouvoir afficher non pas number 0, mais cette fois-ci ma variable distance à laquelle j'ai assigné, j'ai attribué l'arrondi de la mesure du capteur à ultrasons. Je vais faire une petite pause, qui est une instruction de base
assez souvent dans le code, il y a besoin de faire des pauses. Ça va parfois vite, trop vite. Et donc, du coup, une petite pause nous permet de prendre un peu le temps. Et cette fois-ci, j'ai envie d'effectuer un mouvement différent du cerveau moteur qui est ici sur la caméra. Et vous pouvez basculer entre le partage d'écran ou afficher en permanence, couper votre écran en deux pour voir ce qui s'affiche avec ce qu'il y a sur mon bureau. Un test si, donc là, je vais directement dans les tests logiques. Alors, je suis d'accord, j'ai utilisé là plusieurs capteurs, directement la notion de variable et directement le test si. Je suis d'accord que c'est pas nécessairement une activité à faire d'entrée de jeu. Ici, je vais utiliser un test si, qui est donc ici, que je glisse à la suite de mes instructions, et je voudrais positionner mon cerveau moteur à une certaine position plutôt qu'une autre en fonction de la distance mesurée par mon capteur à ultrasons. Mon cerveau, je vois que je vais pouvoir lui définir un angle. Alors, le cerveau moteur qui est fourni dans le kit, il n'effectue pas de rotation en continu, donc c'est bien la première instruction ici, règle l'angle du cerveau moteur. Et donc, il va falloir que je le branche, puisque pour l'instant, je ne l'avais pas encore fait. Je vais le brancher sur la prise P1. J'en profite, puisque je viens de le brancher maintenant. Il vient d'effectuer un tout petit mouvement. Il est possible, en fonction de l'endroit où vous branchez la carte microbit, que vous ayez besoin d'une alimentation spécifique. Je m'explique. Si vous branchez la carte microbit, puisqu'une fois que le programme est à l'intérieur de la carte, le programme reste dans la carte et on peut très bien l'utiliser de manière autonome en branchant les deux piles et le boîtier de piles qui est fourni. À ce moment-là, les deux piles fournissent un voltage qui n'est pas suffisant pour alimenter le cerveau moteur. Il va se mettre à trembler, à chauffer et vous n'aurez pas les résultats attendus. Ici, ça va fonctionner parce que j'ai branché ma carte sur l'ordinateur qui, lui, fournit une puissance suffisante pour que le cerveau moteur puisse fonctionner. Si vous avez besoin d'un ajout, d'un complément, vous avez également une prise USB qui est sur le côté du shield. Et à ce moment-là, si vous branchez une deuxième alimentation USB, vous aurez les deux LED Power, PWR, qui vont s'allumer en vert. Ici, il y en a une seule. Donc, la prise USB qui permet de télécharger le programme sur la carte microbit alimente également le shield et les accessoires, les capteurs ou actionneurs qui y sont reliés. Et si j'ai besoin d'une alimentation supplémentaire, un deuxième câble ou un boîtier de piles plus important est nécessaire. Donc ici, mon test, ça va être de vérifier si la distance est supérieure ou égale à une certaine valeur. Et donc là, on voit bien que mon test vrai, là, le bloc a une autre forme. Donc, je vais pouvoir également aller dans les instructions logiques. Et cette fois-ci, je vais faire une comparaison. Et je vais comparer deux éléments numériques pour vérifier s'il y en a un qui est supérieur ou inférieur à l'autre. Donc, je vais pouvoir combler cette zone ici avec mes deux éléments. Et cette fois-ci, je vais utiliser ma distance. Il faut que la distance serait, dans un premier temps, par exemple, inférieure à 20. Donc là, j'ai simplement besoin de compléter. Ce sont des centimètres. À ce moment-là, puisque mon capteur à ultrasons, lui, on va dire que sa marge de manœuvre, elle commence à 0 ou 5 cm. Et on peut le vérifier tout de suite d'ailleurs, puisque si je télécharge directement le programme, j'ai bien mon petit smiley. C'est pour ça que je l'ajoute en début de programme. Ça me permet de vérifier au-delà, en plus du clignotement de la LED qui se trouve à l'arrière, que mon programme est bien chargé. Et j'ai bien ici, alors je vais le cacher un tout petit peu avec ma main, vous verrez un tout petit peu mieux, 174 cm. Il n'y a rien devant mon capteur à ultrasons et donc il a sa valeur maximale, ce qui me permet de le vérifier directement, donc à peu près entre 1,70 m et 1,80 m. Si je mets ma main juste devant, il arrive à mesurer 1 cm, c'est pas toujours aussi précis. Donc plus j'élève ma main et plus la valeur et la variable changent.
Et j'aime beaucoup l'afficher en temps réel. Alors, il est aussi possible, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais de l'afficher et de le mesurer, de mesurer et de visualiser des données. De toute manière, il y aura un webinaire le 27 janvier, 18h, 19h15, animé par VitaScience sur ce sujet, la mesure et la visualisation des données. Ici, en fait, le cerveau moteur, lui, l'angle, je vais aller chercher l'instruction qui me permet de régler l'angle, je vais la mettre à une autre position ensuite. Ici, vous voyez que je peux aller en théorie, 0 degré jusqu'à 180 degrés. Donc, en utilisant cette barre ou en tapant directement la valeur. Dans la pratique, je trouve que ça commence plutôt à partir de 20. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu ajouter un test ci. Et donc, si ma main est plus près et indique une valeur inférieure à 20, ben, j'ai envie de limiter la distance à 20. Donc, je vais de nouveau redéfinir la distance à 20. Si malgré tout, elle était inférieure, peu importe, je passe outre et je la limite à 20. Donc, un premier test ici pour limiter la mesure. Guillaume, je permets de te couper. On a une Oui. question qui est où se trouve la fonction définir la distance? Dans les variables, puisque j'ai défini ici, j'ai créé la variable, et juste après, je peux lui assigner une valeur ici. Donc, c'est dans la famille des blocs de variables. Merci Guillaume. Je pense que ça répond à Puisqu'on la a fait question. puisqu'on a fait une aparté, par défaut, les variables stockent plutôt du numérique. Et si moi, j'avais envie de définir, je vais créer par exemple une variable prénom. Et si je voulais lui assigner une valeur, là, définir prénom à 0, en fait, ça ne va pas gêner du tout le programme. Mais si moi, je veux mettre du texte, il va falloir que j'aille dans les fonctions avancées un tout petit peu plus bas et que j'aille ici dans la famille de texte pour ajouter ce petit bloc de rien du tout, les doubles guillemets, pour transformer ma zone numérique en une zone alphanumérique, pour y stocker un prénom au hasard, Guillaume, et assigner une valeur alphanumérique à une variable qui, par défaut, peut contenir les deux, mais il faut glisser ce tout petit élément qui transforme la famille de variables. Et en revanche, ensuite, une variable ne peut contenir qu'un genre, soit numérique, soit alphanumérique. Et après, il faudra utiliser des fonctions de transformation, de convertir un chiffre en texte ou inversement. Je ferme la parenthèse. Et je n'ai plus besoin de la variable prénom, donc je peux faire un clic droit et la supprimer. Et on voit que le bloc associé a été supprimé également. Ici, je voulais rajouter un deuxième test. Alors, je garde mon bloc définir sur le côté. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement laisser des blocs sur le côté. C'est absolument pas gênant. C'est l'avantage, contrairement, ça me permet d'aller voir comment a été généré le code Python en parallèle. Le bloc dont je n'ai pas eu besoin, il n'a pas été traduit en Python. Mais c'est vrai qu'en Python, vous oubliez une parenthèse, les 2 points, une virgule, etc. Et ça vous génère une erreur. L'avantage de la programmation en bloc pour s'initier à la programmation, c'est quand même cette facilité de pouvoir laisser des blocs un peu sur le côté, de pouvoir tester. Il y a moins de problématiques d'être rigoureux dans le code, puisque les blocs règlent directement le problème. Ici, je voulais rajouter un deuxième test, donc un test sinon si. Donc, je vais rajouter, j'ai cliqué ici sur le plus. J'espère que je vais suffisamment lentement pour celles et ceux qui veulent le tester en parallèle et le faire en même temps que moi. Mais je n'ai besoin que d'un test, donc je clique juste après sur le moins. Ici, je retrouve ma forme pointue sur les côtés, donc je vais retrouver dans mes tests logiques la comparaison. Et cette fois-ci, si la distance mesurée est supérieure à 180, puisqu'on a vu ici que moi, je voulais associer en fait directement, sans opération autre, associer directement un angle à la distance mesurée par le capteur à ultrasons. Donc, ici, je voulais varier entre 20 et 180. Donc, si la distance, je vais récupérer ma variable,
cette fois-ci, est supérieur à 180. Donc, je change mon opérateur logique. Je tape ma nouvelle distance. Alors, je peux redéfinir ma distance. Je peux utiliser le bloc que j'avais laissé sur le côté parce que je savais que j'allais l'utiliser. Sinon, si vous avez un bloc qui vous intéresse, qui est là juste au-dessus et qui a une copie à peu de choses près, vous pouvez également faire un clic droit et le dupliquer. Et donc là, il vient de se recréer. Je n'ai plus qu'à l'ajouter au bon endroit, modifier la valeur. Donc si la valeur mesurée est supérieure à 180, je la limite à 180. Et ensuite, je vais régler l'angle du servomoteur. Évidemment, il faut faire attention. Mon capteur à ultrasons, il est sur la broche P0. Mon affichage sur le P2. Et mon moteur, il est sur la broche P1. Et donc ici, ce n'est non pas une valeur fixe, mais une variable. Donc on voit tout l'intérêt d'une variable. En fonction de ce que je mesure, le servomoteur va réagir. C'est le moment de vérité. C'est le moment de charger le programme. Vous avez... Alors, je pense qu'on l'entend un tout petit peu. Oui, on l'entend bien. Ouais. On l'entend bien, on le voit qu'il tourne. Et ça, j'ai aussi voulu utiliser ce code-là puisque je ne fais rien au-dessus du servomoteur, au-dessus du capteur et ultrason. Là, je vais rajouter ma main. Hop là. Une valeur fixe. Et là, pour le coup, ça s'arrête. Donc, on voit que quand il n'y a absolument aucun obstacle devant le capteur et ultrason, les valeurs varient en fait d'un écart à l'autre. Ça, c'est un des biais, donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Si on est finalement avec une valeur trop grande, on voit que l'affichage ici, par moment, clignote, s'éteint et redevient une valeur qui est quasiment nulle. Et donc, dans mon code, si c'est inférieur à 20, ça va prendre la valeur de 20 et donc le servomoteur va faire un tour complet entre 20 et 180 degrés. Alors qu'à l'inverse, si je monte tout doucement ma main, et donc si je suis à une distance supérieure à 20, il va bouger tout doucement. Alors, il y aurait moyen, et là, du coup, ce serait plutôt une opération mathématique, de se limiter à une marge de manœuvre entre 5 cm, par exemple, et 40 cm, ce qui me semble être la limite de détection d'une main sans qu'il y ait trop d'aléas de mesure, et d'ajouter un coefficient multiplicateur pour que le servomoteur puisse varier plus largement. Voilà pour ce premier exemple. Et là, du coup, hop, je vais enlever l'instruction pour faire bouger le servomoteur qui nous casse un petit peu les oreilles. Est-ce que vous avez des questions ou remarques sur cet exemple-là qui utilise plein de capteurs, plein de fonctions, plein de choses? Pas de questions dans le chat, Guillaume. Comment? Ils mettent que c'est très clair. C'est très clair. Ouais. Moi, j'ai juste une précision. C'est vrai que l'on peut... Ah, il y a une question. Est-ce qu'on peut récupérer la valeur analogique du capteur de distance? Alors, après, il faudrait, là, cette fois-ci, plutôt utiliser les broches. Donc, lire la valeur mesurée. Donc là, comme mon capteur à ultrasons est branché en P0, donc c'est effectivement dans les fonctions avancées, c'est pour ça que je suis allé le dérouler. Dans les broches, on peut aller lire la valeur soit analogique, soit numérique, effectivement. Mais il faut faire une conversion parce que je crois que les valeurs vont de 0 à 1023 pour pas mal de capteurs, hein, c'est ça? Oui, souvent. Ouais. Le potentiomètre, par exemple, effectivement, c'est de 0 à 1023. Ouais. Voilà, donc il y a peut-être une petite fonction, un produit en croix mathématique à faire Conversion à quand on faire, mesure je la sais lever. qu'il est Ouais. possible, par exemple, sur VitaScience. Alors après, effectivement, entre les différentes plateformes, il faut utiliser celle qui vous conviendrait le mieux. Quand j'ai pu tester rapidement VitaScience, il y avait par exemple une fonction qui soit retournait la valeur en centimètres ou bien le délai en microsecondes.
le délai entre l'envoi des ultrasons et la réception. Donc, deux valeurs différentes pour exprimer finalement une même mesure, mais c'est effectivement cette technique d'envoyer des ultrasons et c'est ce délai qui nous permet d'estimer la distance. Donc, ça permettait d'aller plus loin. Il y a deux autres questions. Est-ce que le fait de tirer trop, peut-être au niveau courant, hein, sur tout le système, fait varier la valeur renvoyée par le capteur ultrason? Bon, je pense pas. Mais... Je ne pense pas, mais j'en sais rien. Ouais. Là, c'est comme je suis. Alors, tout dépend tout dépend de la source d'alimentation. Là, je suis sur un ordinateur relié à une prise de courant. Donc, les ordinateurs, eux, ont des composants qui ont besoin d'une grande stabilité. Donc, je pense que la prise USB, malgré tout, le servomoteur, c'est du 4,5 V, je crois. C'est pas énorme. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de variation dans la mesure. Là, en revanche, les variations qui peuvent intervenir, parce que là, j'ai mis de la pâte à fixe partout pour que rien ne bouge, ce serait plutôt ça qui permettrait d'ajouter des petits biais de mesure. Il y avait une deuxième question, je crois. Oui, une autre question de Frédéric, c'est est-ce qu'il est possible de piloter l'ensemble depuis un iPad avec un câble OTG ou uniquement depuis un PC? Alors, je n'ai plus testé depuis très longtemps. Il me semble qu'il y a une application. Alors oui, je confirme, parce que j'en ai reparlé hier en formation en Normandie. Là, il y a une application MyCode. Alors, il n'y a pas d'application VitaScience, mais une application MyCode qui est sur Android et sur iPad. Et la communication se fait notamment pour le transfert du programme par Bluetooth. Voilà. Alors, je sais que ça peut être parfois un peu capricieux. Certains hier m'ont dit qu'ils avaient testé, que ça ne marchait pas très bien. D'autres qui m'ont dit non, mais ça marche nickel avec des iPads. Donc j'ai l'impression que des iPads, c'est parfois un peu plus fiable qu'avec des tablettes Android. Voilà, par Bluetooth du coup. Câble OTG, je ne sais pas. Et s'il y a d'autres questions, est-ce que vous pouvez réexpliquer comment vous avez programmé la partie des blocs au démarrage? Donc, c'est les trois instructions qui figurent dans le bloc au démarrage. Alors, moi, j'ajoute la petite icône, peu importe le dessin, quelque chose qui me permet de vérifier, comme je le vois avec ce petit sourire, que le programme a bien été chargé. Ici, définir 4 digits, c'est dans les instructions Grove. Donc, je définis en fait ça c'est nécessaire de définir. Alors là, elle s'appelle 4 C'est une digits. variable en fait. Oui, c'est de définir au démarrage. Donc, il est nécessaire de le faire uniquement une fois. Le fait qu'on utilise ce capteur, cet afficheur 4 digits ici, mais on voit qu'il est Enfin, moi, j'apprécie beaucoup d'avoir la mesure en temps réel. Ça permet de vérifier déjà que ça fonctionne, qu'on est bien en train d'effectuer une mesure. Si c'est tout bête, hein, mais si parfois on modifie quelque chose, on passe sa main et on se dit, pourtant je mets ma main. Si je vois que la valeur ne change pas en direct sur l'affichage, c'est effectivement, il y a un problème, je me suis trompé de port, j'ai mal codé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, j'aime bien m'assurer qu'il n'y a pas un problème bêtement technique. Là, si je définis, par exemple, ici, là, alors on peut aussi supprimer un bloc. Je ne vais pas le faire, parce que je voudrais que ça... Hop là. Si là, je définis mon 4 digits 2, ben voilà, là, heureusement, mais ce n'était pas forcément toujours le cas, il me dit, mais derrière, tu me demandes de définir un niveau de luminosité à quelque chose que tu n'as pas défini avant, donc ça ne colle pas. Donc là, j'ai un petit moyen, tout petit, ce point d'interrogation qui vient d'arriver. Donc, il faut définir l'objet que j'utilise. Donc là, je définis mon affichage, peu importe l'ordre d'ailleurs. Et là, du coup, j'imagine que mon point d'exclamation, mon alerte disparaît. Je définis simplement le niveau du luminosité, mais ça, j'en ai pas nécessairement besoin. Et si je reviens ici sur les broches, c'est bien l'ensemble des broches qui sont nécessaires pour commander cet affichage 4 digits. Donc, c'est vrai qu'il est gourmand. Et donc, vous pouvez le brancher si c'est sur P0, mais il va falloir aller de P0 à P14.
Si vous le branchez ici à cet endroit-là, sur la broche P1, il va falloir utiliser les broches P1 jusqu'à P15. Et là, je l'ai mis en dernière position. Donc, il va falloir utiliser les broches P2 jusqu'à P16. Et juste une dernière avant qu'on te laisse continuer, c'était une Oui. question sur l'alimentation. Quelle alimentation maximum peut-on ajouter sur le microbit, sur le côté, donc sur le shield, je pense? Parce qu'on parlait du boîtier de piles. Donc du coup, c'est 2 piles d'1,5 volts, je crois. Oui, alors j'ai déjà dû en mettre 3 minimum, je pense, avec un boîtier que j'avais. Mais alors, jusqu'à quel Ouais, voltage, je ne le sais pas. c'est une bonne question sur le voltage, ouais, effectivement. En tout cas, au moins Parce que 3 volts. je me suis toujours limité au capteur qui était intégré Ouais. avec le kit. Et donc là, il n'y a pas de question à se poser, hormis une alimentation nécessaire et suffisante pour le servomoteur. Mais sinon, Mm. Ok, voilà, on est au bout des questions. Il y en avait une autre, mais tu as répondu tout à l'heure bon. sur le point d'exclamation. Et juste avant qu'on continue, ça me fait penser, le servomoteur, comme l'a présenté Guillaume, le fait de le faire bouger en fonction des valeurs aussi que l'on mesure. Nous, on a eu des projets assez intéressants d'élèves qui utilisent le servomoteur comme une aiguille d'un cadran. C'est-à-dire, on peut tout à fait fabriquer sur un morceau de carton ou proprement fait euh, un, un cadran avec des valeurs qui mesurent une température, une vitesse, une distance, un peu ce que l'on veut. Et on vient peut-être prolonger un peu plus le bout du cerveau-moteur et faire en sorte que on arrive à afficher sur un afficheur analogique un peu sympa les valeurs que vous voulez mesurer, quoi. Je te laisse prendre la suite, Oui, Guillaume. je voulais montrer un deuxième exemple et cette fois-ci, je voulais vous montrer directement le code avant de passer sur les LED. Un deuxième exemple possible, hein, parce que j'en profite, c'est un projet que j'ai proposé à une classe de seconde, je crois, STI 2D, de première, qui travaille sur la domotique, donc, et qui voulait, par exemple, imaginer une serre connectée. Alors, une modélisation avec le servomoteur, il ne s'agit pas d'activer une lourde vitre, mais de simuler une ouverture ou une fermeture de serre et d'ajouter, là, cette fois-ci, c'est le capteur, je vais le débrancher, le capteur Envirobit qui est fourni dans la deuxième version du kit Yes We Code, qui possède notamment un capteur de température. Il y a bien un capteur de température sur la carte. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en guise d'initiation, de faire regarder toutes les instructions qui indiquent, en anglais, mais qui indiquent les différents éléments, il y a bien un capteur, il n'est pas indiqué à l'arrière, un capteur de température, mais c'est la température mesurée tout près du processeur. Et donc, il y a un petit biais, alors que là, c'est bien la température mesurée par le capteur qui est spécifique ici en bas sur la carte. Pour gagner un peu de temps, je vous propose directement, donc je retourne à l'accueil. Donc, je vais utiliser cette carte. Je ne vais rien changer ici, vous allez voir le même résultat. Cette fois-ci, il y aura bien sur l'affichage la mesure de la température mesurée par cette carte, et donc les deux vont communiquer par radio, ce qui permet également de voir la fonction radio. Donc, j'ai besoin d'un code tout simple, c'est le code qui se trouve dans cette carte. J'ai simplement besoin au démarrage de définir un groupe. Alors, ça s'appelle groupe, on aurait pu l'appeler canal, ça aurait peut-être été plus parlant. Le canal sur lequel les deux cartes vont communiquer, puisqu'il y a donc celle-ci qui va servir d'émetteur pour envoyer la température. Et ma seconde carte ici, je vais la charger avec un autre programme qui va récupérer le nombre. Alors ici, le get température, on voit que c'est un bloc noir. Ça, c'est pareil, c'est quand même très, très intuitif
de se fier à la couleur des blocs. Quand on imprime les documents de travail ou quand on les envoie en PDF pour économiser un peu de papier, surtout si on ne peut pas imprimer en couleur, de retrouver directement les éléments, c'est quand même plus simple. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle famille d'instructions, Envirobit. Elle s'affiche ici parce que j'ai chargé au préalable l'extension. Donc, en chargeant l'extension Envirobit, on va retrouver le bloc à associer. On retrouve la tête du capteur. Je l'avais déjà fait. Et ici, on voit les différentes familles. On pourrait tout à fait le faire pour les différents capteurs associés. Et donc ici, j'étais en train de récupérer la température mesurée et je vais l'envoyer par radio. Et donc, je le fais en permanence. Je pourrais associer dans les éléments des instructions de base une petite pause pour ne pas envoyer en permanence la température. Une chose que je ne sais pas en revanche, c'est la fréquence à laquelle cette donnée est envoyée. Et je charge également le cerveau de la serre. Donc, ça doit être celui-ci, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit gagner du temps et vous présenter le code. Alors, ce qui prend le plus de place, en fait, c'est l'affichage ici des LED. Je vais charger le programme. Normalement, on vérifie que tout fonctionne bien. Hop, oui. Il y a une question, peut-être juste avant la démo, qui est Bien quel sûr. bloc actionne le cerveau moteur? Si tu peux le montrer dans le Le programme. bloc sur le partage d'écran? Oui. Alors, il est ici, au Enfin, la démarrage. question était avant que tu partages cet écran-là, mais Dans le programme précédent? je ne sais pas, la section a été posée il y a 2-3 minutes. Est-ce que dans le programme précédent, c'était le Bloc cerveau. Hop. Il était... Donc, ce code-là, il n'y a pas du tout de cerveau moteur ici. C'est uniquement le code qui figure dans cette carte, qui est branché de manière annexe. J'ai plus de port USB disponible, donc je le branche à côté. Et c'est l'avantage, c'est qu'effectivement, une fois que le code est chargé dans une carte, là, en revanche, on peut tout à fait y associer un boîtier de piles ou n'importe quel chargeur USB pour téléphone, pour n'importe quoi. Là, pour le coup, la carte s'arrange du voltage ou de l'ampérage qui lui est fourni et va envoyer en permanence les données radio. Donc, on peut très bien, cette fois-ci, positionner la carte près d'un courant d'air, près d'une fenêtre, près d'une porte, près d'un radiateur, que sais-je. Elle envoie en permanence la mesure de température de ce capteur-là, sur lequel je vais poser mes doigts dans quelques instants. Mais du coup, si je reviens à charger... Il y a quelqu'un qui a réagi sur le chat en disant d'aller dans le bloc cerveau qu'il y a à gauche sinon. C'était peut-être en référence à ton tout premier programme, mais là, dans le bloc cerveau... Alors, cerveau, oui, je peux oui, c'est rappeler ça, quand même. c'est le bloc vert règle l'angle du cerveau moteur. Donc, Oui. c'est peut-être la réponse à la question. Donc ici, dans les extensions, il est nécessaire d'ajouter... Alors ici, il était déjà chargé, il y a NeoPixel, mais sinon... hop, cerveau, alors vous en avez plusieurs, mais celui qui est utilisé par défaut, comme là, il est déjà associé, je pense que c'est pour ça qu'il ne s'affiche plus, parce qu'il figure déjà ici. Ouais. Et donc, il est dans ce code-là, figure à 3 endroits. Ici, surligné en jaune, puisque je viens de cliquer dessus. Ici, pour ouvrir la serre. Et ici, pour la fermer. Alors, j'ai la même manière, je vous disais, j'aime bien, au-delà du code, que l'affichage, puisqu'on a un écran de 25 LED, autant en profiter. Donc, on a ici comme une sorte de rectangle. J'ai voulu représenter comme les deux parties d'une serre qui serait refermée et sur l'élément qui se relève un peu, c'est comme si on avait levé la serre. Et ça va se faire si la température est supérieure à 25 degrés. Je vois qu'ici, je mets ma main pour cacher, la température mesurée est de 21 degrés.
Je vais frotter un peu mes doigts, mais normalement, je pense que ma température corporelle devrait être supérieure. Donc là, je suis en train de poser mes doigts, vous ne le voyez pas, mais sur le capteur. On est déjà monté à 22 degrés. Et sinon, je changerai mon code hein, si je n'arrive pas à atteindre cette valeur suffisamment vite. D'accord, je dois être un animal à sang-froid. 23. Ça grimpe pas vite. Est-ce que je dis 25 quand même? D'accord. Donc, comme on n'a pas exactement toute la soirée. Pendant que tu te réchauffes les mains, est-ce que tu sais où on trouve get température? Le get température, là pour le coup, on ne le voit plus ici, puisqu'il est dans, je vais charger l'extension, dans associé au capteur Envirobit. Et donc, du coup, ici, je vais retrouver dans la famille air et température, là, je retrouve bien l'instruction get température. Donc l'envirobit que vous avez dans le kit. Voilà. Merci. Hop là. Donc là, comme j'ai indiqué, j'ai modifié mes variables. Hein. Je voulais que si la température était supérieure à 23. Alors, j'ai ajouté quelque chose d'autre aussi, un état. Puisque si je vérifie uniquement la température, en fait, au démarrage, bah, je considère que ma serre était fermée. Donc, j'ai créé une variable supplémentaire. Hop. La température et l'état de ma serre. Donc, au départ, je considère qu'elle est fermée. Et de la même manière, j'ai positionné mon cerveau moteur avec un angle fermé à 20 degrés. Et donc, j'affiche sur mon écran que je ferme la serre. J'ai ajouté ce bloc très important. Donc, j'utilise ici les données de radio. Et évidemment, j'ai défini au tout début que je me positionnais sur le même groupe, donc le même canal. Ça fait partie des erreurs bêtes de ne pas travailler sur le même canal et donc de ne pas recevoir les données. J'ai de la même manière affiché, c'est pour ça que j'utilise de nouveau mon affichage 4 digits, la valeur reçue par la carte qui est branchée sur le capteur Envirobit. Et donc là, du coup, j'affiche la température. Donc là, on est bien à 24. Cette fois-ci, il va falloir que je secoue un peu la carte pour qu'elle prenne un peu l'air et que la température redescende. Et quand la température ici va redescendre en dessous, je vais le modifier à la main, parce que là, du coup, j'ai mis du temps à la chauffer. Maintenant, elle est trop élevée. Mais en même temps, je n'ai pas nécessairement besoin d'aller plus loin, parce qu'il ne nous reste pas longtemps. Et je voulais parler des LED également. Alors, je ne sais pas s'il est prévu. Le code, je pourrais de toute manière l'envoyer si besoin. Comme de toute manière, c'est enregistré et comme les blocs sont suffisamment grands, il est aussi possible de faire des captures d'écran si vous voulez avoir dès maintenant. Je préfère répondre à d'éventuelles questions et passer au dernier élément qui était la barre de LED. Ah, voilà, ça y est, ça s'est fermé tout seul. On est passé à 22 d'un coup. Et donc, le cerveau moteur, on l'a entendu bouger et donc la serre s'est refermée. Donc, il faudrait associer ici une plaque en carton, une maquette pour symboliser, représenter la fermeture de la serre en fonction, ici sur le capteur Envirobit, mais alors, je fais de la pub, mais c'est même pas pour moi. Il y a le 17 janvier, 18h, 19h15 également, par la compagnie du code, les mesures physiques avec le capteur Envirobit. Et donc, j'imagine qu'il y aura beaucoup plus de capteurs, mais on pourrait très bien imaginer une serre connectée en fonction de la pression, de l'hygrométrie, etc., etc. Avant de passer au LED, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il y a une intervention qui est le premier programme ne fonctionne pas, point d'interrogation. Alors, je ne sais pas de quel programme il Le premier s'agit. programme sur le capteur à ultrasons et le servomoteur? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser? Alors, je suis
pas sûr d'avoir le temps, surtout sans voir Oui. l'écran ou quoi que ce soit, de Mais pouvoir… tous tes programmes fonctionnaient, non? Ils étaient fiables? Ah ben là, mais c'est surtout que le programme, là, je l'ai fait, j'ai Ouais. réutilisé les blocs au fur et à mesure. Et là, même si c'est un programme existant, puisque je voulais gagner du temps et ne pas avoir à le retaper, je l'ai bien retéléchargé en direct dans la carte. On voit bien que le programme se recharge, le cerveau moteur se repositionne dans la position fermée qui est au début. Et si je réchauffe de nouveau le capteur, en toute logique, la serre devrait s'ouvrir. Parce que là, il suffit d'atteindre les 23 degrés. Donc, normalement, on a peu de temps. Parce que là, je viens de poser mes doigts sur le capteur. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer au ruban de LED. Voilà, Ouais. 23 On degrés. était impatient que ça marche. Ouais, Ouais, on va passer au ruban de LED. Désolé pour monsieur ou madame Berthelot qui avait posé cette question sur le programme. On va continuer parce que l'heure file. Cette fois-ci, donc, je voulais utiliser… alors, je reste en fait… l'enchaînement était prévu pour continuer d'utiliser l'envoi de la température, mais pour l'afficher sur le ruban de LED. Donc cette fois-ci, je n'ai plus besoin du servomoteur. Je préfère toujours débrancher, c'est ce que je vais faire, la carte USB. D'expérience, je trouve que la carte, franchement, elle est très flexible. On peut débrancher les capteurs comme ça à la volée et ça ne déclenche aucune erreur. Mais je préfère malgré tout toujours faire les choses à peu près proprement et ne pas laisser un appareil connecté en branchant ou débranchant un capteur. Donc là, j'ai débranché tout ça et je suis en train d'ajouter le ruban de 30 LED. Et comme il nous reste peu de temps, c'est l'avantage d'avoir les programmes préécrits. Et je rebranche la carte. Carte qui, du coup, va bien afficher la température, mais affiche toujours l'icône de la serre connectée puisque le programme pour elle n'a pas changé. Pour la carte, le programme est le même. Je vais donc charger LED température. Tac. Alors, ce bloc-là, ici, j'en ai pas besoin, mais justement, en guise de préambule, je vais l'afficher en plus grand. Puisque le capteur Envirobit mesure plusieurs paramètres, il est nécessaire de les envoyer et de les nommer. Donc, on pourrait utiliser un bloc avec je reçois un nom de variable et sa valeur. Et donc, si le nom est égal à temp, par exemple, je sais que la valeur, c'est la température, et donc je vais la stocker spécifiquement dans une variable. Pour ne pas alourdir, là, on considère que c'est uniquement la température qui est envoyée. Et donc, quand une donnée, puisque je n'envoie qu'une seule valeur, le nombre reçu, c'est nécessairement la température. Donc, j'ai volontairement fait plus simple. Vous retrouvez la définition du canal radio à 1, qui n'a pas changé. Vous retrouvez la définition de l'afficheur 4 digital qui reçoit toujours la valeur de la température 22 degrés Celsius. Et ici, une nouvelle définition. Donc là, on retrouve en bleu turquoise une nouvelle famille d'instructions. C'est l'extension NeoPixel. On voit ici la barre de 35 LED. Il y a plusieurs modèles. Ici, c'est celui qui est fourni avec le kit de 30 LED, DEL, diode électroluminescente en français, LED en anglais. Donc, il y en a 30. Elles sont bien branchées sur la broche P1. Et si je télécharge le programme, on devrait voir directement une belle couleur s'afficher. Alors, il va falloir que je déplace un tout petit peu ma LED. Je ne suis pas sûr que tout se voit, mais vous voyez, je la laisse… si je la tourne vers le haut, en fait, vous allez être ébloui. Pourtant, la luminosité n'est pas très, très forte. Je vais la tourner un peu. Ouais, ça passe, Guillaume. Ça passe. Oui. Du coup, vous allez voir plutôt par réflexion, finalement, sur le sol, sur le support. Et ici, si de nouveau, je pose mon doigt, j'applique mon doigt sur… et on va regarder le code qui est associé juste en dessous.
Voilà. Je pose mon doigt sur le capteur de température et on devrait voir en temps réel, du coup, la température passer à 23, si mon corps se réchauffe un peu, et une LED s'allumer en plus. Alors là, je ne peux même pas tricher pour modifier une variable et indiquer un changement en fonction de telle ou telle température, parce qu'il me suffit de chauffer le capteur, mais j'ai le sang froid. Voilà, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive. Non, ça va arriver, ça va arriver. J'ai fait un zoom sur le code, donc mon instruction, on est à 23. Ça y est. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de LED supplémentaire, ça dépend. Là, je pense que ça devait être... Après, ma barre de LED, elle a bien fait un gradient. Alors, je vais refaire un zoom peut-être malgré tout en arrière pour qu'on puisse voir l'ensemble du code. Donc, j'ai ma barre de 30 LED, donc NeoPixel qui s'appelle Strip, qui est bien branché en P1, qui contient 30 LED. Je reçois la valeur de la température et je trace un graphe donc sur cette barre de LED Strip qui va de ma température mesurée jusqu'à 50. Donc moi, j'ai indiqué que potentiellement, ça pouvait aller jusqu'à 50 degrés. Ah oui, mais là, je laisse mes doigts et en fait, je vais essayer de frotter. Je vais essayer à 23, si, quand même. Et si jamais il n'y a pas de... Et là, j'ai affiché sur le texte la barre T pour indiquer que j'étais bien en train de mesurer une température. Ce que je voulais indiquer comme élément supplémentaire pour vous jouer davantage sur les éléments de variables, puisque là, en fait, l'instruction tracer graphe, donc elle est bien en bleu turquoise, c'est bien une instruction qui fait partie des blocs associés à ce ruban de LED. Donc, elle est ici. J'ai tracé un graphe. Donc, c'est pour ça que j'ai un gradient. Donc, ça part de la couleur bleue en bas de ma LED et ça remonte progressivement jusqu'à du rose-violet. Et donc, là, on est à 24 degrés. Plus je monte et plus les couleurs vont virer vers le rouge. La température augmentée, hein, il y a eu une LED en plus. Ouais. Et puis, Et on on est est sur 24. on est bien passé à Il y a 24 eu degrés. une remarque, c'est sur le webinaire qui avait été fait par Vita Science pour augmenter la luminosité. Il fallait brancher l'USB du Shield au lieu du microbit. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. Il me semblait qu'ils avaient branché, tu vois, que la carte n'était pas alimentée directement, mais que c'était le Shield qui était alimenté. Alors, moi, de toute manière, Et je ici, me demande si j'avais... ça joue pas. Si ça joue pas sur quelque chose. C'était sur la puissance de la lumière. la puissance d'affichage du Ouais. ruban de LED, Oui, c'est ça. puisqu'il y a effectivement une... Donc, alors, brancher non sur le pas... côté du shield au lieu de brancher la carte directement. Voilà. Il y a, on peut régler la luminosité à une certaine valeur. Là, de la même manière comme je suis sur l'alimentation de l'ordinateur, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je pense que même si je la diminue à 20, à mon avis, voilà, on continue vous êtes beaucoup moins ébloui, mais ça continue de fonctionner. Mm. Ce que je voulais préciser par rapport au ruban de LED, c'est qu'il est possible d'assigner des couleurs de manière très, très spécifique. Alors, je ne me souviens plus dans quel programme je l'ai mis. Est-ce que c'est test gradient ou je vais les ouvrir. Oui, c'est celui-ci. Je zoome un tout petit peu en arrière. Je vais télécharger le programme. Donc là, je ne suis plus du tout en train d'utiliser les valeurs de mesure de la température. Alors là, je vais régler la luminosité. Je vais même
éteindre un petit peu la lumière qui était autour de moi. Et vous voyez sur la barre de LED, je vais traduire le code et ce qui s'affiche devant vous. Donc, j'ai défini au démarrage mon ruban de LED, toujours sur la branche P1, ça n'a pas changé. Et c'est pour ça que je vous disais au tout début de pouvoir, de préférence, ça me semble plus simple, associer plutôt un capteur systématiquement, un capteur ou actionneur sur une même broche pour plus de commodité. Au démarrage, j'éteins totalement ma barre de LED. Là, j'ai réglé la luminosité à 20, sinon, en fait, vous ne verriez pas du tout la différence entre les différentes teintes qu'on va voir maintenant. Et toujours ma petite icône pour indiquer que le programme s'est bien chargé. Là, on va voir cette instruction-là qui est importante également. D'ailleurs, je vais l'enlever. Et si je l'enlève et que je télécharge le programme, il ne se passe rien. J'ai défini des indications. Donc ici, on voit le RGB qu'on a retrouvé d'ailleurs dans la définition de mon ruban de LED. Donc rouge, vert et bleu. Red, green and blue en anglais. Donc rouge, vert et bleu. Et j'indique un nombre entre 0 et 255 pour indiquer la quantité de rouge, de vert et de bleu. Donc ça va de 0 à 255. 255, c'est le maximum. Et donc puisqu'en fait, les rubans de LED, comme les pixels d'écran d'ordinateur ou de téléphone, sont composés de 3 pixels, un rouge, un vert, un bleu. S'ils s'allument tous les 3 au maximum, c'est le principe des lampes connectées également, des LED connectées, dont on peut choisir la couleur à loisir. Tous les 3 à fond ici sur mon... Alors, je trouve que l'indication ici, régler couleur de DEL sur strip à 0, on pourrait comprendre qu'on règle une couleur à 0. Et en fait, on règle une couleur sur la LED numéro 0, donc sur la première LED en partant du bas. Et là, comme je positionne tout à fond, ben, j'obtiens du blanc. Alors, quand on regarde de près, on voit bien qu'il y a un tout petit point bleu, un tout petit point rouge et un tout petit point vert allumé au maximum. Et sur la LED suivante, j'ai positionné uniquement le bleu au maximum. Sur la suivante, le vert, ici à 255. Sur la 4e, c'est donc du rouge. Et sur la dernière, je pense que là, vous avez peut-être un peu de difficulté à voir la nuance, c'est du jaune. Donc, un mélange de rouge et de vert. Ce que je trouve génial, moi, avec toutes les possibilités de ce kit, c'est par moment de dire on va étudier ce que c'est qu'un servomoteur, et donc ça pourrait être un enseignant de physique qui expliquerait beaucoup mieux que moi la notion de couple et de force et des engrenages qui sont dans le servomoteur pour que ce petit moteur ait suffisamment de force et de couple. On pourrait ici parler de synthèse additive des couleurs et donc préciser que du rouge et du vert mélangés, ça nous fait du jaune. Et pourquoi pas partir sur un cours d'optique. Il y a énormément de dérivés qui s'appliquent à des notions du programme. Et je trouve qu'il y a énormément de projets qu'on peut utiliser. Et donc, j'insiste aussi là sur le fait d'ajouter dans les instructions NeoPixel le bloc montrer. Sinon, en fait, vous n'avez aucun affichage. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Si je recharge mon programme, je le télécharge sur ma carte. Donc, j'ai bien mon petit smiley. Donc, le programme s'est chargé. Mais je n'ai rien qui s'affiche puisque je ne lui ai pas demandé d'afficher ce qui était ici, simplement une définition de couleur LED par LED. Il y a moyen de faire des dégradés, d'ajouter des boucles, d'ajouter également des pas. D'ajouter un pas et donc de faire varier ces couleurs. Il y a beaucoup de choses possibles et imaginables. Là, je l'ai associé au tout début au capteur de température. Si j'utilise le capteur, l'ambiance sonore du capteur Envirobit, je vais avoir une barre de LED qui va varier et qui varie très, très vite en fonction du volume sonore. Et en projet assez simple mais d'actualité, si on ajoutait un capteur qui ne figure pas dans le kit, mais un capteur de mesure de la quantité de CO2,
Je pourrais également afficher, tout à l'heure c'était la température, je pourrais afficher simplement sur une barre de LED la quantité de CO2 mesurée en temps réel. Couplé, pourquoi pas, avec le servomoteur qui va ouvrir la fenêtre et ça y est, on a bouclé la boucle. On a utilisé et la LED et le servomoteur et on a ouvert la fenêtre. Une remarque et même une question qui disait est-ce qu'on peut faire des animations avec? Oui. Moi, ça me fait penser à un projet qu'on a eu il y a 2-3 ans d'un établissement en Bretagne qui avait connecté une danse contemporaine. Il s'était servi du coup des rubans de LED qui s'étaient mis autour du bras. Et en fonction des mouvements, il y avait la carte microbit qui était aussi fixée au bras. En fonction des mouvements du bras, et donc du coup des décélérations mesurées selon X, Y ou Z, ça venait déclencher des animations lumineuses différentes. Voilà, bon, c'est un exemple d'application RS Science par exemple. Ou le volume sonore d'une classe en activité. Ça, c'est Frédéric qui nous dit ça dans le chat, mais totalement, vu que la carte V2 permet de mesurer le volume sonore, on pourrait très bien traduire ce volume sonore par une graduation en utilisant le nombre de LED et peut-être aussi l'intensité lumineuse ou la couleur sur le ruban. Oui. Bonne idée. Alors là, Une sorte de sonomètre. tout à fait. Là, je voulais terminer par vous montrer deux choses. Ici, j'ai téléchargé un nouveau programme, mais qui ne fonctionne pas. Alors, du coup, j'étais très étonné. Mais en fait, c'est l'avantage aussi à chaque fois d'utiliser des objets physiques. C'est que si un programme qui fonctionnait ne fonctionne plus, ben, c'est simplement peut-être que je me suis trompé du numéro de broche. Hein. Erreur basique, mais voilà, qui montre bien que si on se trompe... Donc là, c'est une variation. Donc, c'est le pas ici dans ma boucle toujours. Donc, j'ai simplement défini ma barre de LED au bon endroit. Alors, 30 ou 60 LED, ça va faire varier le pas. J'affichais le texte B au démarrage. Alors là, je vais appuyer sur le bouton Reset ou recharger le programme. Je ne voulais pas le lancer systématiquement. Donc, j'ai affiché le texte B pour indiquer appuie sur la touche B de la carte. Et du coup, ça va déclencher la suite. Donc, de montrer notre barre de LED et d'afficher un graphe et surtout de le faire varier. Donc, je le fais varier alors, en fonction du pas. Là, si je le mets à 1 et que je recharge le programme, on va avoir des variations différentes, donc de teinte, de couleur, de vitesse. Donc oui, il y a moyen de faire énormément de choses, de teintes différentes, de vitesse, de progression, d'arc-en-ciel. C'est une barre de LED et comme on a vu qu'il y avait des rouges, du vert, du bleu, on peut faire tout ce qu'on veut. J'en profite aussi parce que souvent quand on fait de la programmation, alors c'est pratique quand on est en programmation code, texte, d'ajouter des commentaires. Et moi, j'utilise en fait dans les fonctions de base, le bloc afficher du texte. Je le laisse traîner à côté pour ajouter des instructions. Et par exemple, ici, donner une instruction de si vous essayez d'afficher, d'utiliser 30 au lieu de 60, ça donne quoi? Ah oui, d'accord, je vais essayer. Je lui fais essayer avec 30. Et puis là, si je commence à 0, ça change quelque chose. Je vais commencer à 0. Je recharge le programme. Puis effectivement, je vais voir si ça change quelque chose. Il faut que j'appuie sur la touche. Et là, effectivement, j'ai une seule LED qui tourne et qui clignote. Et j'ai prévu de pouvoir l'arrêter pour ne pas que ça clignote tout le temps. Y a-t-il à 19h10 des questions et remarques ou commentaires? Alors, il y a un partage un partage de ressources sur le capteur CO2 avec un ruban de LED. Voilà, donc profitez-en. on fera circuler aussi. Merci beaucoup pour ce partage. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Je défile, je regarde. Il y avait une question, ça fait un petit moment, mais c'était est-ce qu'on peut avoir les deux alimentations en même temps? Je ne sais pas si ça a été répondu ou pas. Ouais, exact. C'est-à-dire que la carte microbit soit reliée et le shield également?
Ouais, Parce je que, pense que c'est ça, ouais. oui, parce que là, oui, clairement, la réponse est oui. Mm. C'est ce que j'indiquais même au tout début pour faire fonctionner le cerveau moteur. Comme il est relié sur le shield, alors d'une part, il faut systématiquement que le câble USB soit connecté à la carte directement et non pas au shield pour télécharger le programme. Donc, il y aura bien ce câble USB qui va de l'ordinateur à la carte microbit. Et il est tout à fait possible, et même recommandé si on utilise le servo moteur, d'ajouter un second câble USB sur le shield directement pour fournir suffisamment de courant pour le servo moteur. Donc, on peut tout à fait combiner les deux, oui. Super. Merci. Je ne vois pas forcément d'autres questions. Bon, on arrive vers la fin. Merci beaucoup, Guillaume. N'oubliez pas de prendre une minute pour répondre au questionnaire qu'a posté Alexandra enfin, il y a quoi? Il y a une minute ou deux. C'est important pour nous, pour notre animateur aussi, d'avoir des retours sur ce type de webinaire, ce qu'on peut faire aussi évoluer. Voilà, c'est pas très long. Et le prochain webinaire qui a lieu, donc Guillaume a évoqué celui de VitaScience en janvier, mais il y a aussi un webinaire que l'on fait avec notre partenaire IBM la semaine prochaine, le jeudi 9 à 18 h, pour présenter la plateforme d'apprentissage numérique Skill Build. Donc c'est assez intéressant. Il y aura un des responsables du programme et une personne d'éducation nationale qui viendra en parler. Alors, c'est plus axé lycée, mais voilà, tout le monde y est invité. On refera une communication là-dessus. Ce webinaire est aussi précisé sur le planning qu'il y a sur le Padlet. Vous y retrouverez le lien de Visio. Et le but, ça sera de vous présenter un petit peu cette plateforme, savoir si vous pouvez y trouver aussi votre bonheur et répondre à toutes vos questions. Ce webinaire a été enregistré, on le remettra en replay. Comme on l'a dit en début de séance, vous pourrez le retrouver. Et effectivement, si Guillaume, tu nous envoies, toi, tes programmes ou quoi, c'est des choses que l'on pourra mettre dans la rubrique ressources partagées sur la deuxième colonne du Padlet pour que vous puissiez Bien sûr. retrouver même des captures d'écran. Voilà, tout ça était assez gros, même sur la vidéo, et lisible pour pouvoir refaire ces programmes en toute sérénité. Voilà. Et puis effectivement, j'en ai parlé rapidement, mais le 17 janvier, c'est la compagnie du code avec la plateforme VitaScience et les mesures physiques et le capteur Envirobit. Ouais. Le 27 janvier, 18h, 19h15 également, les mesures et la visualisation des données avec VitaScience. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le 2 février de 14h à 15h pour la partie suivante du projet, c'est-à-dire le montage d'une vidéo de projet avec un logiciel libre et gratuit qui est OpenShot Vidéo. Tout à fait. Et là, tous les élèves sont conviés pour une fois. Ouais, on recommuniquera dessus, mais c'est une partie effectivement importante. Et merci à toi, Guillaume, de te prêter au jeu. Et voilà, une remarque de Frédéric. La seule chose qui nous manque, c'est une grande classe pour travailler de manière plus efficace et ludique. Et ouais, la prochaine fois qu'on croise le ministre, on en parle. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je veux bien revenir en classe avec un kit Yes We Code, hein. Ça me donne envie à chaque fois. Donc, Merci à toutes et à tous. Merci encore à toi, Guillaume. Merci, Et Guillaume. bonne merci à tout soirée. le monde. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.